Dans le dernier point de l'information, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Ouverture officielle du 17e sommet de la francophonie ce jeudi 11 octobre. L'événement se tient à Yerevan, c'est en Arménie. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Comment améliorer la productivité du palmier à huile? Pour résoudre la question, 3 projets scientifiques viennent d'être présentés aux opérateurs de la filière, des résultats issus d'études menées par le CNRA. Et puis 13 octobre prochain, soit dans moins de 48 heures, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire les maires et les conseillers régionaux. À quelques heures du scrutin, eh bien, le préfet de San Pedro a rencontré les candidats à ces élections. Voilà pour le titre. On démarre en images avec le 17e sommet de la francophonie qui s'est donc ouvert ce jeudi à Yerevan, c'est en Arménie. Il sera marqué entre autres par l'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui pour l'heure est piloté par Michael Jean. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est en Arménie. À l'occasion, il y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, Yerevan donc aux couleurs et au rythme du 17e sommet de la francophonie, non pas des 17e Jeux, mais du 17e sommet de la francophonie, sommet ouvert donc ce jeudi en Arménie. Viviane Aïmé nous décrit l'ambiance qui y règne justement à l'occasion de ce sommet. Fidèle à sa tradition d'hospitalité, Yerevan, la capitale de l'Arménie, ancienne république de l'ex-URSS, reçoit dans la bonne humeur les nombreux participants au 17e sommet de la francophonie, même si la langue française est très peu parlée par sa population, à part une minorité d'étudiants qui font l'apprentissage de cette langue dans les universités. L'Arménie a adhéré à la francophonie en 2016. Dans le cadre des festivités marquant le sommet, dans le centre-ville, un grand podium a été dressé pour un grand concert qui réunira de nombreux artistes de l'espace francophone. 1 kilomètre plus loin, le village de la francophonie, où affluent les visiteurs tout au long de la journée. Sur le site se tiennent des exposés thématiques sur la langue française et son expansion. Comment étendre l'apprentissage du français au plus grand nombre? Pour le directeur de l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'alphabétisation en langue locale apparaît désormais comme le meilleur moyen pour réaliser cet objectif. On peut très bien expliquer un certain nombre de concepts très compliqués en allant puiser dans ce que nos parents ont fait. Et ça, on le fait à travers nos langues. Donc quand on maîtrise la langue, on peut mieux expliquer les concepts. L'éducation en langue nationale pour les enjeux de lecture et écriture, mais l'éducation tout court, y compris en français, nous allons tout mettre en œuvre pour que les résultats soient meilleurs. Surtout que les résultats des apprentissages soient meilleurs. Sur un podium, les artistes locaux assurent l'animation du village. Quant aux stands des différents pays, ils offrent au regard leur diversité. Le stand de la Côte d'Ivoire est régulièrement visité, à l'instar des nombreux autres. C'est du café et puis du cacao, enfin du Nescao, du cacao chaud. Et ça attire vraiment l'attention et puis la curiosité des visiteurs, surtout de la population locale. Je pense que, et puis surtout les cabosses de cacao qu'on a exposés, c'est la première fois que beaucoup découvrent ça. En fait, ils entendent parler du cacao, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. C'est la première fois qu'ils voient ça pour beaucoup. Et puis, ils sont particulièrement attirés également par tout ce qui est artisanal, les produits artisanaux, comme on appelle, les chemises faites localement, et puis les colliers qu'un artisan, je crois, a mis à la disposition donc, du stand pour exposer ici et qui sont vendus sur place. Ça intéresse particulièrement la population locale aussi. Cette belle animation se poursuivra jusqu'au dernier jour du sommet. Voilà le 17e sommet de la francophonie qui s'est donc ouvert ce jeudi en Arménie.
Plus de peur que de mal aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'Indonésie a enregistré cette nuit un autre tremblement de terre qui s'est ressenti à 161 km à Bali, donc la ville qui abrite ces assemblées annuelles. Pas de dégâts enregistrés et les travaux se poursuivent, nous rassure Adama Koné, envoyé spécial. Grande frayeur pour les participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. La terre a encore tremblé en Indonésie. Dans la nuit du 10 au 11, nous avons ressenti aux environs de 2 h du matin, exactement à 2 h 20 du matin, une secousse sismique qui est le résultat d'un tremblement de terre qui s'est produit à l'est de l'île de Java, à 160 km de Bali. L'intensité des secousses de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter s'est propagée sur l'île de Bali où se déroulent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Au début, je pensais que je rêvais. Et puis quand j'ai vu le lit bouger, j'ai dit, bon, il y a un problème. J'ai allumé la lampe. J'ai vu la lampe qui faisait comme ça. J'ai dit, ah. Donc on est vraiment en Indonésie là. Donc j'ai pris mon portable, j'avais le réseau, j'ai appelé ma maman. Du coup après j'ai regretté parce qu'elle n'a pas dormi la peau. Mais j'avoue que c'était une drôle d'expérience. Je pense que dans nos pays on a tout vécu sauf ça. Donc le fait de sentir le lit bouger comme ça, vraiment c'était violent quand même. Bon, on a été surpris dans le sommeil, on a constaté que le lit bougeait et que toutes les fenêtres bougeaient. On a eu un petit peu peur mais ça n'a pas duré longtemps, on a repris le sommeil. Angoisse et panique chez les visiteurs, presque sérénité chez la population locale. À Bali, il fait bon vivre. C'est un fait qui ne peut effrayer, car Bali est loin de Jaffa. Ne soyez pas angoissés. Le chef de la délégation ivoirienne et le chef de la mission diplomatique rassurent. Les autorités indonésiennes, les services de protocole et les organisateurs de cette grande rencontre ont rassuré les délégués du fait qu'il n'y aurait pas de conséquences préoccupantes. Ce que je peux donc dire, c'est que tout se passe bien. Ce matin, nous avons donc vu tous les membres de notre délégation, tous les Ivoiriens. Mais tout le monde est au travail, donc rassurer les parents, rassurer les patrons, que tout se passe bien. À Bali, les autorités annoncent qu'il n'y a pas de risque de tsunami. Les habitants et les participants, réveillés avec plus de peur que de mal, retrouvent leurs habitudes. Voilà qui est rassurant. On poursuit en images ici en Côte d'Ivoire. Le comité de pilotage du projet de gestion des pesticides obsolètes s'est réuni ce jeudi au plateau. Une rencontre qui a consisté à informer les membres du dit comité sur les activités menées au titre du premier semestre 2018. Il ressort de cette rencontre que 6000 dépôts de magasins de pesticides ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire national et 40 tonnes de pesticides obsolètes frauduleux ont été saisies. Le 12 septembre dernier, une forte pluie a occasionné la fuite de la Komoé dans le département de Kong. Cela n'a pas été sans conséquence à Kofolo, Bak, 41 habitations ont été détruites, 58 champs inondés et plus de 200 sinistrés enregistrés. Eh bien, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est allée justement apporter à ces populations sinistrées la compassion du gouvernement. Et c'est avec Kader Sogodogo qu'on en parle. Kafolo Baka, village symbole du tourisme dans le département de Kong, un des accès au parc national de la Komoé. Il est servi également par la Komoé qui, le 12 septembre dernier, suite à une forte pluie, a débordé. L'eau a inondé plus de 70 hectares de terre. Si aucune perte en vie humaine n'a été signalée, les dégâts, eux, sont énormes. Cette crue est progressivement entrée dans le village, détruisant des maisons, obligeant certaines familles à quitter leur résidence. Et nous avons aussi des dégâts au niveau des champs. Donc nous avons 213 familles sinistrées en raison de leurs maisons qui ont été détruites ou menacées et 58 champs qui ont été détruits avec une superficie de 70 hectares. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukoné,
dépêché par le président de la République après un aperçu des dégâts en compagnie du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, cadre de la localité, a fait des dons. 5 millions de francs CFA en espèces, 30 millions de francs CFA de dons en vivres et en non-vivres. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à un phénomène qui est devenu mondial. C'est le phénomène du changement climatique. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. Kafolo n'a pas échappé à ce phénomène de changement climatique. Je suis venu vous apporter le réconfort, le soutien, l'assistance, la compassion de toute la République de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à l'ensemble du gouvernement pour cette action qui arrive à point nommé pour rétablir leur dignité. Ici à Abidjan, le préfet du district a entrepris une visite dans quelques lycées et groupements scolaires des communes d'Adjamé et d'Abobo. L'objectif est clairement défini. Il s'agit pour lui d'assainir les alentours de ces établissements scolaires, ce pour permettre aux élèves et encadreurs de travailler dans de bonnes conditions. C'est Forazegui et Grâce Kando. Ce n'est pas un marché, mais plutôt l'entrée d'une école dans la commune d'Adjamé. Les élèves de cet établissement cohabitent tous les jours avec ces différents commerçants qui jouent leur cadre d'études. Même constat dans la commune d'Abobo, une situation décriée par élèves et responsables d'établissement. Impossible pour eux de suivre convenablement les cours qui leur sont dispensés par leurs enseignants. Elles font du bruit. Quand elles sortent, quand elles mettent les choses au feu, il y a les choses qui font du bruit, il y a les femmes qui vont « Goya, Goya, venez voir, il y a auberge, il y a tomate ». Ça nous dérange aussi. Il y a des fois, nous sommes en train de faire les cours, les gens viennent, on nous agresse, on prend nos matériels. Les commerçants, les bruits des voitures, bon, les commerçants aussi crient. Souvent, on n'arrive pas à saisir le coup que les professeurs nous donnent. On ne peut pas étudier, on n'arrive même pas à se concentrer même. Indexés, les commerçants reconnaissent le tort causé à ces établissements scolaires. Ils se disent protecteurs de ces écoles et leurs occupants. Je suis assise devant l'école pour vendre, ça me dérange, mais c'est le moyen qui le fait. C'est nous-mêmes, on s'est installés là. Moi, je peux dire que nous-mêmes, on protège les enfants. Parce que ici, vous regardez, vous voyez là, ces conteneurs qui rentrent là. Quand il est midi comme ça, que les conteneurs veulent rentrer, on attrape les enfants pour les mettre là à l'abri. Non, on ne fait pas plus. Ce n'est pas nous qui perturbe les élèves, c'est les faux élèves là. C'est eux-mêmes les propres amis qui viennent les perturber ici. C'est eux qui ont fait tout. Donc, pour dire qu'il y a un autre soir là, c'est là qui est mieux pour nous. Nuisances sonores, bruit de klaxons et commerce autour des écoles, un fléau qui s'est installé depuis longtemps. Des entrées d'écoles ghettoisées abritant des fumoirs et autres activités répréhensibles. Nous essayons, avec l'appui de nos autorités, de sensibiliser les uns et les autres afin qu'on comprenne l'importance de l'école et du fait que l'école ne saurait cohabiter avec un certain nombre d'activités qui peuvent nuire à l'épanouissement des élèves. Nous avons un bidonville derrière nous, nous avons le cimetière aussi. Et au niveau du mur, les drogués entrent pratiquement pour utiliser notre marché comme fumoir. Nous, en tant que représentants techniques, notre rôle, c'est de toucher tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle la communauté éducative, qu'elle soit mobilisée autour de l'école. Nous ne pouvons que faire toute une série de rapports, de constats, de transmissions hiérarchiques, en faisant en sorte que toutes les parties concernées aient une visibilité sur la question. Informé de la situation, Vincent Hirier, préfet d'Abidjan, effectue donc une visite de constat dans ces lycées, collèges et groupes scolaires. Il est impératif pour lui d'éradiquer ces fléaux aux alentours des établissements scolaires. Il est inadmissible que des enfants aient à enjamber des étals de fruits, de viande, de friperies pour entrer chez eux. Il y a une différence frappante entre l'environnement qu'il y a au portail de ces écoles qu'on a visitées et l'organisation intérieure. Même pas 1 mètre après avoir franchi les portails, vous voyez toute cette nuisance. C'est dangereux pour nous tous. Et donc on demande à vous tous de la presse de nous aider à conscientiser pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. À l'issue de cette visite de terrain, une réunion technique se tiendra entre les acteurs du système éducatif et les autorités préfectorales
afin de trouver des solutions durables pour assainir les abords des écoles abidjanaises. On change complètement de sujet à présent. Comment améliorer la productivité du palmier à huile en Côte d'Ivoire? 3 projets scientifiques pour résoudre justement la question viennent d'être présentés aux opérateurs de la filière. Des résultats issus des études menées par des spécialistes du Centre national de recherche agronomique. Et c'est avec Lonsine Bakayoko. Cette deuxième restitution porte principalement sur 3 projets de recherche réalisé par le Centre national de recherche agronomique, CNRA. Premièrement, la mise au point de stratégies de lutte intégrale contre les ennemis et les parasites des palmiers à huile, sans lesquels il ne peut y avoir de progrès en agriculture. La mise à disposition des semences performantes de palmiers à huile pour permettre aux producteurs de renouveler leurs vergers. Et ensuite, l'actualisation des critères de maturité du régime. D'autres projets de recherche en cours d'exécution ont également été présentés. Il s'agit essentiellement des projets de création de matériel végétal performant, de consommation de l'huile de palme adaptée à la santé humaine, ainsi que des impacts environnementaux et socio-économiques de la culture de palmier à huile. Tous ces projets devraient concourir à la mise en œuvre de l'un des objectifs du plan stratégique de développement 2013-2018 de la filière palmier à huile, le doublement de la production et la pénétration du marché régional en produits manufacturés. Les 3 projets de recherche réalisés par le CNRA constituent véritablement la clé pour l'atteinte de cet objectif, car ils permettent d'accroître la production sans extension de superficie par l'amélioration des rendements de régime et d'huile de palme par hectare. Avec une production annuelle d'environ 400 000 tonnes, la Côte d'Ivoire compte 75 000 hectares de plantations industrielles et 155 000 hectares de plantations villageoises. Quant au chiffre d'affaires, il dépasse les 170 milliards pour l'huile de palme brute et 280 milliards pour les produits dérivés, notamment le savon. On parle également de redynamisation du secteur du cacao ce soir. Pour ce faire, l'Union générale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire a procédé récemment, lors d'une assemblée générale tenue à Yamoussoukro, à la mise en place du réseau ivoirien des sociétés coopératives de café cacao. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwamial. Par la mise en place du réseau ivoirien des sociétés coopératives de café cacao, l'Union générale des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire veut rendre encore plus performant ce secteur de l'économie ivoirienne. L'économie du pays repose sur l'agriculture, mais la pauvreté est le quotidien de tous nos membres. Et donc aujourd'hui, nous avons été conviés à la création de cette structure pour la commercialisation du produit de nos planteurs. Sur la période 2012-2017, le revenu moyen annuel perçu par les producteurs de cacao était d'environ 1 496 milliards de francs CFA et de 111 milliards pour les producteurs de café. Avec la création de ce réseau, cette performance devait être améliorée, d'où l'appui du Conseil Café Cacao à cette initiative. À travers les différents appuis à l'endroit des associations, faisant la promotion d'une interprofession forte, notre structure démontre sa ferme conviction à accompagner les producteurs dans leur aspiration profonde avec en point de mire le développement par l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le binôme café-cacao est la première source de devises en Côte d'Ivoire avec 15% du produit intérieur brut PIB. Le pays est également le 3e exportateur de café et le premier producteur de cacao avec 43% de la production mondiale. Une semaine de formation pour les acteurs du secteur bancaire, les professionnels de téléphonie mobile, les ONG, les cadres de la fonction publique également. Formation sur l'inclusion financière et c'est à l'initiative du Centre africain d'études supérieures en gestion. Justine Djike. Amener les institutions bancaires et financières à s'intéresser au milieu rural en découvrant les opportunités d'affaires dont il regorge. C'est ce à quoi s'attellent les États et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, faisant ainsi de l'inclusion financière son cheval
de bataille. Si vous voulez vous développer et que vous n'avez pas donc de soutien bancaire, c'est très compliqué. Donc nos populations les plus pauvres qui sont dans les régions ont également besoin de cela. Pour y parvenir, le projet de renforcement de capacités en finances inclusives en milieu rural, PRECAF, est initié par le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAC, en partenariat avec la Fondation Mastercard pour la formation des acteurs du milieu bancaire et financier, des réseaux de téléphonie mobile, des assurances, des ONG et des cadres de la fonction publique intervenant dans la problématique de l'inclusion financière. C'est vraiment pour permettre à ces institutions de microfinance de prendre conscience des opportunités qu'offre le milieu rural et de combler les lacunes de la finance classique. Ce séminaire de formation sur le leadership pour la performance en milieu bancaire et financier, après celui qui avait trait aux opportunités d'affaires et de financement en milieu rural, est l'occasion pour les participants venus des pays de la sous-région ouest africaine d'être mieux outillés en la matière. C'est une thématique qui nous intéresse à plus d'un titre parce que les services financiers doivent être mis au service des populations. Aujourd'hui, nous parlons d'exclusion financière parce qu'il y a encore une bonne frange de la population qui n'a pas accès facile aux services financiers. En tant qu'institution, on va apprendre à être leader pour permettre à cette frange énorme de la population d'avoir accès aux services financiers. C'est une semaine de formation qui sied à la stratégie régionale de l'inclusion financière dans l'UEMOA proposée par la BCEAO. Le 13 octobre prochain, soit dans moins de 48 heures, les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour élire les maires et conseillers régionaux de Côte d'Ivoire. Et bien à quelques heures du scrutin, le préfet de San Pedro a rencontré les candidats à ces élections dans la région en présence du superviseur général de la CEI. Il a appelé au calme et à la retenue pour des élections apaisées. Sam Kono. Les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 13 octobre 2018. En vue de préserver un climat de paix avant, pendant et après le vote, le préfet des régions a eu une séance de travail avec tous les candidats ou leurs représentants à la préfecture. Selon le préfet Ousmane Koulibaly, il y aurait des menaces, voire des velléités de troubles le jour du scrutin à San Pedro, d'où cette mise en garde. Ces rumeurs sont tellement persistantes qu'il était important que je vous rencontre ce matin. Nous n'allons pas faire de cadeaux à tous ceux qui vont mener le moindre trouble avant, pendant et après même les élections. Alors c'est pourquoi j'ai insisté que tous les candidats eux-mêmes soient présents pour entendre. Parce que si un élément de tambour est pris, alors vous êtes tenu pour responsable. L'élément va répondre devant les tribunaux, mais vous aussi, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Le superviseur général de la commission électorale indépendante a rappelé aux candidats les dispositions prises pour éviter la fraude. Il leur a indiqué les voies de recours à suivre en cas de contestation des résultats qui n'ont rien à voir avec la violence. Des candidats et des représentants de candidats ont exposé quelques inquiétudes et préoccupations qui ont été prises en compte par le représentant de la CEI en vue de préserver un climat de paix à San Pedro pendant et après le scrutin du 13 octobre 2018. Les boulistes de Grand Bassam, notamment des gendarmes, policiers, éducateurs, mécaniciens, menuisiers ou encore maçons, tous engagés pour la cohésion sociale dans la commune. Ils se sont donc retrouvés au stade municipal de la cité balnéaire pour promouvoir le vivre ensemble en cette période électorale. Olivier Riebi et Sidonie Davila. Les clubs de pétanque de la ville historique de Grand Bassam s'engagent à des élections apaisées. À travers le sport, ces clubs choisissent de sensibiliser militants et sympathisants des différents candidats aux élections locales. L'initiative vise, selon eux, à renforcer le climat de paix et la cohésion sociale entre les populations avant, pendant et après les élections. Nous avons initié cette idée de profiter des élections municipales pour parler de cohésion sociale à la population de Grand Bassam. Opter pour un canal qui peut réunir tout le monde. Au finish, nous avons tous voté
le jeu de pétanque. Compétiteurs et supporters des clubs saluent cette idée. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens de cohésion sociale parce que le sport, il y a toutes les adversités, mais on finit toujours par s'attendre. Parler de cohésion sociale, on doit justement commencer par le sport. Avec ces élections qui arrivent, on pense qu'il est nécessaire quand même de parler de cohésion sociale et de paix. Il faut que chaque candidat sache que c'est vraiment une lutte, une bataille, un combat qu'ils vont mener et qu'à la fin, le meilleur gagne et tout le monde s'allie. Et cela va vraiment aider la population parce que c'est pour la population qu'ils sont là. Le samedi 13 octobre prochain, les électeurs seront appelés à élire les maires et les conseillers régionaux. Une élection censée se dérouler dans un esprit fraternel pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. On évoque à présent la célébration de la journée du civisme à Bondoukou. Le secrétaire d'État chargé du service civique a à l'occasion engagé une campagne de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté dans la région. Partie donc de Bondoukou, cette campagne va s'étendre sur tous les territoires nationaux. Kwasi Mamadou. Les différents corps constitués du département de Bondoukou, réunis dans la cour de la préfecture pour la montée aux couleurs. Un acte suivi de la présentation des 5 symboles de la République. Nous sommes à la célébration de la journée du civisme à Bondoukou, une initiative du secrétariat d'État chargé du service civique. Cette journée vise à sensibiliser et informer la population, surtout les jeunes, sur les actions à mener en vue de l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes pour l'avènement d'un environnement politique et social apaisé. Le devoir d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité que nous enseigne l'hymne national et les autres valeurs prônées par les symboles de la République ont fait place à un incivisme qui présente sous diverses formes et s'observe de plus en plus au sein de la population. La violence semble devenir le seul moyen d'expression de certains de nos concitoyens avec des actes de vandalisme lors des manifestations de mécontentement. En clair, l'État veut inculquer aux jeunes les valeurs essentielles de la société en vue de bâtir une nation prospère et développée. Cette journée s'est traduite également par des sketchs et conférences publiques pour inviter les populations et surtout les élèves au respect des lois et des différentes institutions. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, a saisi l'occasion pour inviter les populations à une période électorale apaisée, civique et citoyenne. L'attitude du civisme exige de participer aux échéances électorales en tant qu'électeur ou candidat, d'accepter les résultats des urnes et de recourir aux voies démocratiques de résolution de tout différends. Après Bondoukou, Yamsoukro, Aboasso, Maekorogo vont accueillir la caravane de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes. Voilà la caravane qui va donc s'étendre à tout le pays. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Cameroun et au Tchad. Le Tchad qui vient d'essuyer une attaque de Boko Haram. Des éléments de la secte islamiste de Boko Haram ont attaqué hier mercredi les positions de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. Cette incursion violente a occasionné des morts dans les deux camps. Du côté des forces armées régulières, l'on enregistre 8 morts et 48 chez les insurgés. Cette attaque est la 3e du genre en 2 mois. En visite à N'Djamena, la ministre française des Armées a insisté sur la nécessité de soutenir les forces africaines qui combattent le terrorisme. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige une enquête publique ouverte contre certains observateurs des élections présidentielles du 7 octobre dernier. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du candidat, Maurice Kanto, a annoncé les plaintes à l'encontre des faux mandataires de l'ONG Transparency International. Au nombre de 6, ces observateurs qui se réclament de cette ONG avaient déclaré lundi dernier sur les antennes de la télévision d'État que le déroulement du dépouillement du scrutin au Cameroun est une vraie leçon de démocratie, là où l'opposition parle de fraude électorale. Au nombre de 6, ces observateurs qui se réclament de cette ONG avaient déclaré lundi dernier sur les antennes de la télévision d'État que le déroulement du dépouillement du scrutin au Cameroun est une vraie leçon de démocratie, là où l'opposition parle de fraude électorale. À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, célébrée hier,
Des chefs d'État africains ont exprimé leur hostilité à la peine capitale, un châtiment souvent dénoncé par des ONG de défense des droits de l'homme. Cette 16e édition a été l'occasion pour de nombreuses ONG, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, d'appeler des pays pratiquant encore cette sentence à y renoncer. La Journée mondiale contre la peine capitale a été instituée en 2003 pour faire la promotion de l'abandon de cette sentence. Voilà, commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.